Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, la liberté de parole à l'épreuve du Covid-19. C'est tout le sujet du colloque Georges Gracian qui sera organisé le mardi 20 mai de 9h à 18h à l'IMS. Donc c'est un colloque qui est organisé par le barreau de Martinique, la ville du Lamentin, l'association Alliance Santé Martinique et l'école des avocats de Martinique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur le bâtonnier Georges-Emmanuel Germani. Bonjour Monsieur le bâtonnier. Bonjour Astrid, et merci de votre invitation. Avec plaisir, comment allez-vous? Assez bien. Beaucoup de travail, donc saine fatigue, mais on est heureux à l'approche de l'événement de pouvoir l'annoncer et inviter le public, parce que c'est une manifestation ouverte au public, à s'inscrire auprès de l'Ordre des avocats. Alors c'est un sujet brûlant, la liberté de parole à l'épreuve du Covid-19. Alors pourquoi 3 ans après est-il important de revenir sur cette liberté de parole qui a été prise? On est surtout 1 an après, parce que l'année dernière, le barreau de Martinique, avec son école, la ville du Lamentin avec son office de la culture, avait organisé un colloque Georges Gracian, avait rendu hommage à Georges Gracian et avait organisé, à l'époque c'était au Palais de Justice, un colloque sur la liberté de parole de l'avocat dans la cité. Parce qu'il faut se souvenir qu'entre autres, Georges Gracian n'était pas que l'un des plus grands militants communistes de la Martinique, l'un des rares à avoir été à la fois élu et grand élu à la ville de Fort-de-France, puis maire de la ville du Lamentin. Il est aussi connu pour son discours sur 3 tombes, après la tuerie de la rue des Barrières, et surtout les sanctions dont il a été l'objet, qui ne sont pas des sanctions disciplinaires parce qu'il était avocat, mais qui sont des poursuites judiciaires qui le visaient d'autant plus que pour un avocat, on trouvait inacceptable de tenir de tels propos. Donc, déjà à l'époque, on avait questionné la liberté de parole de l'avocat dans la cité, qu'il soit dans sa robe ou en dehors de sa robe, ou dans la rue en tant que militant. Et puis cette année, donc 1 an après, eh bien on récidive, si j'ose dire, et on pose la question de la liberté de parole, toujours la même, mais cette fois-ci à l'épreuve de la Covid, parce que c'est vrai, pendant 3 ans, on a vécu une période de privation de liberté. On a été privé de tout. Liberté de circuler, liberté la première d'exercer. liberté, je crois, c'était la liberté de respirer, ou pas, avec un masque ou pas, et avec des règles qui ont changé. Souvenez-vous, à un moment, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas de masque, on nous disait « Ouh là là, malheureux, il ne faut pas mettre de masque, c'est pas bon pour la santé, ça ne sert à rien, etc. » Et 24 heures plus tard, on nous dit « Ah bon, vous n'avez pas votre masque? C'est 135 € d'amende. » Donc, les choses, parce que la science évolue, les connaissances évoluent, on a vu aussi, on a vécu des périodes de privation de liberté d'aller et venir. Et on a porté aussi atteinte à la liberté de travailler avec l'obligation vaccinale. On a porté atteinte à un certain nombre de libertés, de se divertir, de sortir le soir, etc. Même d'aller à la plage. Tout ça sous prétexte, entre guillemets, d'état d'urgence. Alors on va questionner toutes ces notions, on ne va pas aborder toutes les libertés. Mais en tout cas, la liberté d'expression, elle est importante parce qu'on a vu au sein des entreprises, au sein des familles, au sein des couples même parfois, les uns et les autres s'opposer, les uns comme anti-vax, les autres comme pro-vax, et ça a fait du dégât. Et donc, 3 ans après, des gens qui ne se sont peut-être pas parlé, des gens qui ne se parlent plus, des gens qui ne supportent même pas l'idée que s'exprime la pensée et la position de l'autre, seront là autour de 4 tables rondes. 4 tables rondes qui seront l'occasion, non pas de confronter les pro-vax et les anti-vax, mais de réfléchir ensemble à la liberté d'expression, ses limites, mais son étendue, justement. Sa force, sa puissance en termes de vie démocratique et en même temps les limites nécessaires à toute liberté fondamentale.
Alors en quoi le barreau de Martinique, qui est un des organisateurs, est-il légitime dans cette organisation-là? Est-ce qu'il y a eu des dossiers particuliers sur ça, des saisines particulières sur cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attention, le barreau de Martinique n'est pas simplement le rassemblement des avocats comme ça, des gens qui travaillent. Non, c'est une confrérie dont le cœur de métier, c'est la liberté. C'est notre raison d'être. Et nous ne nous contentons pas de défendre tel ou tel dans tel ou tel dossier, mais nous participons également, parce que nous avons une place particulière dans la société, à la réflexion. Nous sommes aussi force de proposition, donc nous ne sommes pas que dans l'action. Et puis c'est pas mal quand même de coupler les deux, action, réflexion et formation. Donc là, on est sur la liberté d'expression. Ça va être un temps de réflexion, un temps de formation sur des notions qui ne sont pas que juridiques, parce qu'elles sont relativement démocratiques. Ça concerne tout le monde. Ça vous concerne vous d'ailleurs en premier, les médias. On a vu des émissions pendant cette période-là qui ont été critiquées parce qu'on les a organisées sur telle ou telle chaîne. On a dit « Ah, vous n'auriez pas dû inviter telle personne ou telle autre ». On a vu aussi des lois qui ont été imaginées, heureusement qu'elles n'ont pas été promulguées, portant atteinte à la liberté d'expression. Vous vous souvenez de la loi anti-fake news? Oui. Mais peut-être qu'elle reviendra. En tout cas, c'est une sacrée atteinte. Parce que, imaginez, alors on va laisser de côté la Covid, on va parler religion, un sujet qui fâche. Imaginez quelqu'un qui arrive et puis qui dit voilà, alors il marchait sur l'eau, il multipliait les pains, il changeait l'eau en vin, et on va lui dire mais non monsieur, ça c'est une fake news, vous n'avez pas le droit de dire ça. On va connaître des moments très difficiles si la loi anti-fake news est votée. Donc je crois qu'il faut laisser la liberté aux gens de s'exprimer, et même parfois, parce que c'est le propre de la liberté d'expression, de choquer. On a le droit de choquer en disant qu'on croit à ci ou qu'on croit à ça. On a le droit d'exprimer des opinions qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est ça aussi, la liberté. Ça a été quelque chose de difficile pendant le Covid, où on a eu énormément de conflits familiaux ou professionnels, juste par une liberté d'expression, juste le fait de donner son avis ou affirmer ses choix. Comment fait-on pour reprendre cette parole de manière apaisée? Alors, de manière apaisée, je crois que c'est très difficile encore pour beaucoup de gens de retourner vers ceux qui les ont blessés ou qu'ils ont blessés. Et pourtant, il faut faire cet effort. Il faut faire cet effort partout dans la société, à commencer par l'hôpital. Il faut faire cet effort parce qu'il y a aussi des gens qui ont changé. Il y a des gens qui étaient contre la vaccination et qui sont pour maintenant. Il y a des gens qui étaient pour la vaccination et qui sont contre maintenant, notamment à cause des effets indésirables qu'ils ont peut-être eux-mêmes pu expérimenter. Mais ce qui est important, c'est qu'on se souvienne que faire peuple, ou faire société, ou être dans la même entreprise, ou être dans la même famille, c'est être condamné à vivre ensemble. Bien sûr. Bon. Et donc, quand on sait que c'est inéluctable de croiser cette personne qu'on n'a pas envie de croiser parce qu'on ne pense pas comme elle, ben, ce type de colloque-là peut permettre de remettre un petit peu de ciment là où il en manque et de justifier aussi que l'idée que même quelqu'un comme Pasteur, qui avait tort pour tout le monde, contre tout le monde, eh bien, il avait sa place dans la société. Et peu importe qu'après, on ait découvert qu'il avait raison. Ce n'est pas le plus important. C'est tout le sujet de la liberté de parole. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette parole était quand même nourrie de peur, nourrie de pression. Donc, elle a peut-être pu être aussi manipulée. On peut être aussi soi-même manipulé par soi-même, par tout ce qui nous entourait. Donc, La peur était des deux côtés. Quand vous êtes seul dans un groupe d'amis à penser d'une certaine façon et que le groupe d'amis ne pense pas pareil, et il y avait toutes sortes de groupes d'amis. Donc quand vous êtes dans un groupe de pro-vax, entre guillemets, et que vous êtes anti-vax, vous êtes tout de suite mis au banc. Et quand vous êtes à l'inverse, vous voyez, donc tout est question
de cap. Est-ce qu'on est prêt à passer le cap de la réconciliation? On va tenter. D'accord. Alors, parmi ces invités, vous avez des personnes très connues en Martinique, Juliette Smeralda, le docteur Henri Joseph, monsieur Nilor, monsieur Haribo. Est-ce qu'ils ont accepté aisément, facilement de contribuer à Oui, ils ont accepté cet avec échange enthousiasme. Parce que la première chose qu'ils ont faite, c'est de regarder sur leur agenda s'ils étaient libres, parce qu'ils voulaient être sûrs d'être là. D'ailleurs, on a quelques absents. Certains qui sont absents malgré eux, certains qui sont tristes d'être absents, d'autres qui n'ont pas répondu à notre invitation, comme par exemple l'ARS. J'allais y venir. C'est bizarre. Ils ont joué la politique de la chaise vide, telle que le comité d'éthique, avec le docteur Rudy Valentino. Vous avez essayé de les contacter? Qui m'a écrit une belle lettre pour m'expliquer en gros qu'il ne parle pas avec n'importe qui. Donc ça part mal là déjà. Mais en gros que c'est pas utile de dialoguer. Alors quand on est à la tête du comité d'éthique, c'est pas utile de dialoguer. Ok. Alors on fait quoi? On fait comment? Ah oui, la force. Et donc et puis il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Parce que sénateur ou sénatrice au Sénat, député à l'Assemblée nationale, mais on a quand même des invités de marque. Tout à fait. Deux grands invités, deux savants français. D'ailleurs, l'un estampillé pro-vax et l'autre estampillé complotiste, anti-vax, comme on voudra, mais des étiquettes qui n'ont aucune valeur à nos yeux et qui ne nous intéressent pas. Mais c'est vrai qu'il y a cet équilibre-là, où il y aura des gens qui viennent nous rappeler les règles, comme par exemple Maître Yannick Audebard, Monsieur le bâtonnier Socrate Tacita de Guadeloupe, tous les deux avocats. Donc il y a beaucoup de droit dans ce colloque, mais pas que du droit. Il y a aussi de la sociologie, il y a aussi de l'analyse politique. Donc on aura le professeur Justin Daniel, on aura Juliette Smeralda, Monsieur Haribo, Monsieur on Coriolan, aura des gens qui étaient au cœur des mouvements de contestation. Et puis on aura des élus, nos grands élus à nous, qui sont peut-être des petits élus pour la France, des maires de communes, et pas des moindres pour nous. Le maire du Lamentin, bien sûr, qui ne va pas être là que comme autorité qui accueille, mais aussi comme intervenant. Il a des choses à nous dire, comme le maire du Gros Morne, M. Couturier. Il a des choses à nous dire, comme le maire de Saint-Pierre, qui, je le rappelle, est biologiste. Il a des choses à nous dire. Est-ce que l'élu doit être une courroie de transmission de la politique publique décidée par l'État, ou est-ce que à son niveau, il doit simplement continuer son travail et considérer et renvoyer chacun à son libre arbitre ou participer aux campagnes nationales et même internationales de lutte contre la Covid-19 ou le Covid-19, comme on voudra. Donc voilà, on a des questions à poser à tous ces gens-là qui se posent des questions eux aussi, qui vont, je l'espère, nous faire part, en ouvrant leur cœur, de leurs interrogations et de leurs doutes ou de leurs certitudes. Donc le public pourra y participer, poser aussi toutes les questions qu'ils peuvent, parce que c'est quand même un colloque qui dure de 9h à 18h, donc qui est extrêmement long. Il y a 4 tables rondes. Il y a 4 tables rondes, ça fait 4 heures. Et entre 9h et 18h, il y a 9 heures. Si on enlève l'heure de pause, ça fait 8 heures. Donc si 4 fait 8, ça veut dire qu'on va laisser la place au public. On va vraiment attendre du public qu'il pose des questions, qu'il participe. À la fin de chaque table ronde, il y aura un temps d'échange avec la salle. Alors cette salle n'est pas extensible, elle n'a que 200 places, mais on compte vraiment sur le public pour répondre présent. Il y a déjà un engouement sur les réseaux. J'ai cru comprendre qu'il y a quand même pas mal d'inscrits déjà. Voilà, il reste encore quelques places. Il faut faire vite. Mais il y a tellement de demandes qu'on sera peut-être obligé de faire une retransmission en live. On verra. Très bien. Alors, vous parlez des tables rondes. Les thématiques de ces tables rondes, c'est paroles légitimes, paroles éthiques, paroles intéressées, paroles résistantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sans tout dévoiler? Ah non, je vais tout vous dire et je vais tout dévoiler, puis on va faire le colloque ici et maintenant. Non. Alors,
La première question qui vient à l'esprit, après avoir dit, mais pourquoi un colloque gracian? Donc on l'a vu, c'est parce que la liberté de parole, la liberté d'expression était l'une des étapes de sa vie importante. Pourquoi un rapport avec la Covid? Et quel rapport avec la Covid? Eh bien parce que quand on s'exprime et qu'on n'a pas, comme peut-être vous, ou en tout cas certainement moi, des compétences en matière médicale, on se sent un peu moins légitime à parler qu'un savant comme le professeur Salamon ou le professeur Perron ou le docteur Henri Joseph qui viendra. Donc, ces gens-là qui sont des autorités, mais qui sont surtout des gens qui travaillent, qui sont dans leur labo, qui étudient, et donc qui ont peut-être moins de followers que vous, on les entend peut-être un peu moins des fois que vous. Et si vous dites ben non, je ne suis pas d'accord pour ça, ou oui, je suis d'accord pour ça, vous pouvez avoir un impact sur la société qui est plus grand que quelqu'un qui aurait plus de légitimité que vous. Très bien. Donc voilà pour la question de la légitimité de parole qu'on va questionner, notamment avec Inga de Chadirac, qui est une influenceuse, et avec d'autres. Ensuite, la parole éthique. La parole éthique, c'est comme je le disais, les gens qui ont un conseil de discipline. Les médecins, les fonctionnaires, nous aussi les avocats, alors que les journalistes qui n'ont pas de conseil de discipline, donc qui peuvent dire et faire ce qu'ils veulent, disent qu'ils ont une éthique et une déontologie. Concrètement, quand il n'y a pas de sanction à la violation d'une règle, il n'y a pas de règle. Donc on va aborder cela. La parole intéressée, c'est la relation entre l'argent et la santé. On sait par exemple que pour le tabac, l'industrie du tabac a fait fabriquer des études scientifiques en apparence très sérieuses qui démontraient l'absence de lien direct entre le tabac et le cancer. On sait que c'était du pipeau. On a vu la triche pour le tabac et on posera la question, est-ce qu'il existe cette même triche ou ce même risque pour la science dans ses rapports avec l'argent? Et enfin, la parole résistante, c'est-à-dire que deux peuples, au moins, Martinique et Guadeloupe, ont clairement affiché par leur taux de vaccination qui est juste le même que celui de la France, ou en tout cas inversé, 80-20, 20-80. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose d'une parole sourde, mais résistante. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Malheureusement, on va devoir écourter cet échange puisque le temps est arrivé à sa fin. En tout cas, j'espère que le public viendra nombreux. On peut encore s'inscrire au secrétariat de l'Ordre des avocats. Donc, je laisse les deux numéros de fixe, 48 21 23 et 48 48 46. Je vous remercie de votre invitation et j'invite tous les Martiniquais et toutes les Martiniquaises à venir à l'IMS le 20, toute la journée, le 20 juin prochain. Très bien, merci beaucoup. Merci aux Itata, j'espère que cet échange vous a plu. Quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.